Un protagoniste apprend la cultivation la plus puissante, mais il est trahi, devant recommencer comme un bandit faible qui grimpera grâce à ses connaissances passées. Don Guacchino nous raconte l'histoire d'un petit fan qui a tout perdu quand le clan de sa famille a été attaqué, étant le seul survivant. Ce garçon a gagné en aura et, en grandissant, a reconstruit son village en vendant le meilleur poisson de la région. Les cultivateurs de son clan grandissent, et pour devenir les plus puissants, il doit quitter la cultivation, voyageant des montagnes sombres à la ville, avec ses créatures géantes qui grandissent avec leurs maîtres, appelés animaux de compagnie spirituelle, tandis que ces jeunes, qui font confiance à leur maître, l'accompagnent à travers leurs terres, laissant les belles femmes derrière eux, et atteignant une civilisation qui s'harmonise avec toutes sortes de créatures, classées par rang de D à A, selon leur pouvoir. C'est pourquoi, le lendemain matin, au début du tournoi pour savoir qui est l'homme le plus fort dans les gradins, les autres essaient de rabaisser le nouveau cultivateur, un villageois sans place parmi l'élite, les rangs A. Pourtant, certains le regardent différemment. Un enfant qui, en vendant du poisson, des silures et des mojaras sans parents, a réussi à construire une secte complète, ayant aussi une grande affinité avec les animaux spirituels, ce qui lui vaut le respect de ses partisans, et étant le premier combattant, il se présente avec le meilleur spectacle. Les gens commencent à se moquer, mais en voyant une énorme baleine remplir l'endroit, ils se taisent. Même son rival tente d'invoquer son singe colossal, qui n'est pas aussi impressionnant, mais lance un combat d'échelle biblique, où chaque coup des géants se fait sentir dans le public, tandis que leurs maîtres s'affrontent. Les spectateurs sont très calmes et excités. Malgré ces niveaux de pouvoir, l'intensité de l'eau contre le feu commence à monter jusqu'à ce que le maître amplifie les flammes de sa bête. Le protagoniste est en difficulté, mais 10 ans d'entraînement et sa confiance le poussent à chercher le moment parfait pour son ascension, un état où la baleine, apparemment normale, devient invincible, se nourrissant des attaques pour les renvoyer avec plus de force. La bête singe semble résister, mais en réalité, elle ne le peut pas. Elle finit par être domptée, tandis que le protagoniste savoure sa première victoire. Cependant, soudainement, une aura sombre commence à transformer son animal de compagnie en une baleine putride, une monstruosité qui, sans réfléchir, dévore une grande partie des gradins dans un chaos où le protagoniste ne peut plus la contrôler et finit aussi dévoré, se remémorant sa vie avec ses parents, comment il a grandi aux côtés de son animal de compagnie et reconstruit son clan. Jusqu'à maintenant, où il perd tout à nouveau, même son héritage se retrouve dans une situation irréversible. C'est ici qu'un vieux maître lui dit que sa baleine est arrivée à cet état à cause d'une possession, un rituel interdit d'il y a des années pour conspirer. Cependant, il s'en occupera et lui donnera une chance, prenant le corps d'une personne qui va mourir 1 an après cet incident pour qu'il puisse recommencer à zéro, se réveillant ainsi dans le corps d'un petit esclave faible qui fuyait ses ravisseurs, mais il commence à peine à assimiler ce qui se passe alors qu'il est de nouveau capturé et emmené dans son cachot. L'effort pour être la secte de rang A n'a servi à rien, mais il ne peut pas abandonner. Alors pour l'instant, il veut voir ce qu'il peut invoquer, recevant une leçon d'humilité avec un chien en peluche et un démon. Mais c'est un cactus faible, où la plus grande compétence du chiot est d'uriner là où il n'y a pas d'urine. Sa situation est triste alors qu'un garde apparaît pour l'emmener auprès de la femme qui l'a enfermé, la respectée mademoiselle Vice, qui l'attend dans un 4e assez luxueux en l'appelant Léo, car il semble que l'ancien propriétaire du corps a essayé de la toucher en mettant quelque chose dans sa boisson, donc, avec cela, ce qui est étrange, c'est qu'elle le garde encore en vie, car elle s'est sentie si humiliée qu'elle ne pourrait pas simplement le tuer. Pour être satisfaite, elle le gardera enfermé à vie dans un état exagéré de soumission où elle pourra l'abuser quand elle le souhaite. Évidemment, évidemment. Prochaine question, dit le protagoniste. Évidemment, le protagoniste accepte une telle bénédiction, mais pas en ce moment. Donc, pendant que la fille continue la conversation, il commence à se libérer, mais elle ne lui a jamais donné la permission de partir, et c'est là qu'elle montre l'animal épique qu'elle a, un serpent ardent comme la propriétaire qui attaque avec beaucoup de force. Cela suffisait à punir son esclave, mais maintenant son aura est différente, et bien que les animaux qu'elle a ne provoquent que des rires, elle attaque à nouveau. Et ici, Liu se concentre et ordonne au chien de suivre son plan, car ce peluche avance vers ce qui serait facilement dévoré, mais l'affinité du protagoniste avec ces créatures est incroyable. Il parvient à faire esquiver l'animal au serpent,
le faisant manger le sol encore et encore, un animal de compagnie à peine plus grand qu'un chien normal, tandis que Liu fait en sorte que le cactus commence à se propulser, prenant de la force pour donner un coup à la vipère, tandis qu'avec ses fouets, il s'enroule autour d'elle. Bai est surprise qu'il contrôle deux animaux à la fois, et bien que le serpent soit fort, il finit soumis pour la compétence finale, classe A du chien, uriner là où il n'y a pas d'urine. La fille est en colère et dégoûtée, donc, sans se retenir, elle finit par faire monter son animal à l'échelle de feu, où les petits ne sont plus des rivaux, ils finissent assez mal, et le protagoniste, inquiet, se retrouve sans force dans le lac, se demandant s'il va mourir à nouveau. Au moins jusqu'à ce qu'il voit un petit silure, et pendant que la fille nettoie les résidus de la bataille, le protagoniste réapparaît, se moquant d'avoir pris le seul silure de l'étang, et, probablement, le seul du continent, car la fille lui dit que, bien qu'ils puissent devenir des baleines invincibles, après l'incident d'il y a 1 an avec un maître dévoré par un animal de compagnie, cette espèce a été exterminée. Cela met en colère le protagoniste, qui sait que les créatures n'y sont pour rien. Elle ne comprend pas pourquoi il est fâché et lance une autre attaque mortelle. Cependant, cette fois, Liu renverse la situation en bloquant la fureur du serpent avec son corps pour que le petit poisson, utilisant la position, dévore le serpent, un bacre faible qui ne se distingue que par sa stabilité pour absorber. Le protagoniste, devant la fille, lui dit qu'il va maintenant partir, la laissant sans voix, mais il envoie ses gens et de nombreux loups à sa poursuite. Cependant, même s'il est blessé, le protagoniste sait bien utiliser son animal de compagnie pour sauter d'une falaise jusqu'à un endroit sûr. Les recherches du lendemain se terminent, et la fille se sent plus humiliée que jamais. Cependant, son frère apparaît avec une grande présence, qui, après avoir entendu ce qui s'est passé, ressent seulement de la colère parce qu'ils ont emporté son silure presque éteint. Elle lui demande si la créature a quelque chose de spécial, mais rien de tout cela, un poisson commun qu'elle, avec une attaque faible, aurait tué avant de dévorer son serpent. Le vrai problème est que quelqu'un ait pu le dompter. Le seul capable de le faire est mort il y a 1 an, donc c'est curieux, et il doit s'en occuper. Pendant ce temps, le protagoniste, sachant qu'ils ont maintenant la réputation de bêtes sinistres, ont une nouvelle chance d'atteindre le sommet, donc il se dirige rapidement vers un village voisin, à la recherche d'une auberge, ou acheter un animal de compagnie de mobilité. Cependant, en mentionnant son clan, le commerçant ne trouve aucun nom dans la liste, tandis qu'il commence à attirer l'attention, car il s'avère que sa secte a été supprimée des livres il y a quelques mois et il ne peut pas acquérir de bons animaux de compagnie, donc il est obligé de dompter une bête sauvage, dans ce cas un cochon assez compliqué, tout en réfléchissant à comment le commerçant lui disait que sa secte, après l'incident, perdait en prestige et est passée du rang B qu'il avait construit à un rang D, descendant avec les mois, au point de ne plus pouvoir être considéré comme une secte. Malgré tout, le prota avance avec cette femme qui prépare à manger pour quelques subordonnés restés du pavillon Ling Xiao. Il prépare un bon repas, mais la situation économique est difficile. Liu s'arrête dans un service de soins pour animaux pour soigner le cactus et le chien, emportant le dernier médicament. Un bandit apparaît alors, réclamant qu'on lui donne l'objet en payant 3 fois plus. Le marchand refuse et une bagarre éclate presque si le type ne reconnaît pas Léo comme un ancien camarade. Cela permet de calmer les choses, tandis qu'il découvre que l'ancien propriétaire du corps était un bandit alcoolique, ayant acquis cette résistance à l'alcool qu'il n'a jamais eue. Le type s'endort profondément et Léo en profite pour libérer une esclave qu'il transportait. Cependant, alors qu'il continue son voyage à la recherche de ses amis, la petite semble le suivre. En chemin, Al accepte et nous voyons comment les gens profitent de la situation. Une bande apparaît pour s'approprier tout, affirmant que ces inutiles de Randé ne méritent pas un si bon endroit. Duan, qui dirige maintenant l'endroit, les affronte avec un chat ombre qui, bien que petit, parvient à endormir 3 animaux juste avec sa vitesse. Cependant, quand le type devient arrogant, il se laisse distraire et sans l'habileté du chat, la fille aurait été blessée. Le problème, c'est que le félin reçoit la morsure et c'est assez grave. Le prota arrive à son ancien foyer, constatant à quel point il est négligé en seulement 1 an et en réalisant qu'il n'y a pas de gardien, il s'énerve et avance, pour se retrouver avec l'animal de Duan écrasé. Son propriétaire est complètement dévasté de l'avoir agonisé, suppliant de ne pas l'abandonner. La bande, ayant éliminé tous les animaux du lieu, s'apprête à recevoir son prix. Soudain,
un étrange liquide jaunâtre frappe leur créature, tandis qu'un inconnu apparaît pour défier la racaille. Cette présence rappelle quelque chose à Gulin. Cependant, en envoyant son jouet attaquer le chauve, celui-ci se moque, ne s'attendant pas à ce que son lézard combatte comme s'ils étaient de la même taille. Il parvient même à le frapper mortellement, car la faible expérience de la bande ne leur permet pas de comprendre à quel point les animaux deviennent faibles en se laissant uriner. Malgré tout, ils sont aveuglés par le désir de s'emparer de l'endroit en invoquant plus de bêtes, si bien que le prota décide de les mener dans un endroit plus ouvert. Comme les animaux passent toujours en premier, à leur arrivée, l'habileté du bagré a déjà consommé la plupart des animaux de qualité dont le prota avait besoin, laissant ses rivaux sans moyen d'attaquer et sans comprendre comment il a un silure alors qu'ils ont été exterminés, ne leur laissant d'autre choix que de fuir. Gulin apparaît pour remercier son héros, ému de la voir, bien qu'il se présente comme Léo, car avant de révéler son identité, il doit savoir qui l'a trahi. Malgré tout, la fille a confiance, mais les autres, beaucoup moins. On sent la frustration chez tous, mais surtout la colère de Duan, le frère de Gulin, face à sa perte. Liu sait combien il a aimé l'animal depuis le jour où il avait la mission de le retrouver. Sa motivation s'effondre complètement, disant à tous qu'il va quitter la secte, car sans animaux à s'occuper, cela ne vaut pas la peine. Le prota sait qu'il a été le premier à croire en son pavillon et le plus loyal jusqu'à présent, c'est pourquoi il essaie de l'arrêter, mais même s'il dit qu'il va l'aider à tout reconstruire, son apparence n'est que celle d'un inconnu se croyant maître. Ils n'ont pas besoin de sa compassion, le type n'a plus la morale pour rester ici, et Liu ne peut pas l'arrêter non plus. Gulin essaie de les inciter à continuer à réaliser les désirs de leur maître, mais Duan lui répond qu'il est mort. Cela fait 1 an qu'ils sont en déclin, croyant que tout va bien. Sans lui, ils ne sont rien. Des mots forts qui touchent les autres, qui ressentent aussi la frustration et décident également de quitter la secte. Ils sont fatigués, se tenant une dernière fois devant la porte pour dire adieu à ce qui fut leur foyer. Personne ne fait attention à la fille, qui est la seule à garder espoir, et le prota, qui a juste besoin de temps pour tout arranger, ne peut leur dire qui il est vraiment, mais il supplie pour qu'ils ne l'abandonnent pas. Tout se termine ici, alors que le pavillon subit un autre coup dur. L'endroit, si délabré, se retrouve maintenant sans gens. Cependant, comme toujours, après la pluie, quelque chose de mieux arrive, le prota touche le fond, et c'est pourquoi il demande à Gulin de reconstruire à nouveau l'héritage de la secte avec lui. Il fera en sorte qu'ensemble, ils atteignent les sommets, mais pour devenir les plus forts du monde, il a besoin d'elle à ses côtés. Sa détermination se lit sur son visage. Ainsi, nous reprenons, après tout ce drame, avec les 4 seuls membres restants de la secte, y compris la cuisinière. L'idée est de réformer le pavillon Ling Xiao. Le problème, c'est que Duan est parti et était le choisi pour les diriger tous en étant le premier cultivateur à faire confiance. Donc, ils sont dans un dilemme, tandis que le prota est convaincu qu'ils le choisiront après ses grandes actions. Cependant, la réalité le frappe car, pour l'instant, Gulin est la préférée de tous. Ainsi, en organisant la hiérarchie de la secte, la chose la plus importante reste que la dernière bataille a laissé tout le monde sans animal, sauf le prota. La plupart des habitats où l'on peut farmer, ces créatures sont envahies par des cultivateurs novices. Pourtant, Liu les mène à un endroit où il semble que tout le monde se bat pour des animaux faibles, mais il a son chemin secret, le plus dangereux, qui cache une grotte pleine de créatures exotiques qui, comme nous l'explique, vont par rang. Les faibles sont de grade soldat, et les plus forts, plus âgés et de niveau supérieur, sont de grade seigneur. Mais ils sont très rares, car par exemple, dans cette grotte si cachée, il n'y en a qu'un. Ils entrent et rencontrent un renard de bon niveau, dont Jué tombe amoureuse. Le prota réalise qu'une créature comme ça ne devrait pas être ici, donc il sait qu'elle a un maître proche. Effectivement, un chasseur de primes les attaque et l'équipe est en désavantage. Le prota avait prévu que, dans ce cas, il pouvait seulement prendre ses pouvoirs et forcer une invocation, même si rien n'apparaît. Heureusement, cela fonctionne contre l'adversaire. Cependant, tous ressentent la présence écrasante du grade seigneur et courent pour voir qui peut l'attraper en premier. L'homme a plus d'expérience dans la zone et arrive le premier, mais le prota, en le voyant, comprend qu'il s'agit d'un seigneur adulte avec une compétence unique. C'est pourquoi le renard, en l'attaquant, est aveuglé et utilise son corps pour faire quelque chose de curieux,
en enlevant la couleur à l'ennemi, une compétence qui ne semble pas trop problématique. Cependant, avec la couleur, il crée des illusions qui surprennent tout le monde, échangeant même des teintes pour les désorienter, et ils ne peuvent même pas s'en approcher. Le blanc décide donc de faire une trêve temporaire pour le vaincre, puis ils partageront le butin, mais avant de le distraire, il utilise sa corne, disparaissant, mais pas complètement, pour attaquer avec une grande vitesse et frapper le sol avec un coup mortel. Le panda, prenant l'avantage, libère une folie de couleurs qui rend ses ennemis complètement vulnérables. Cette mascotte est vraiment puissante. Cependant, le chien du prota ne comprend pas ce qui se passe, car il ne voit que certaines couleurs, ne réalisant pas pourquoi tous sont frappés, et, d'un seul coup, il endort le panda, en plus de l'uriner, pour qu'il ne puisse pas se relever. Le problème, c'est que le blanc les trahit, prend la récompense et s'enfuit, emmenant la puissante créature au château de la secte de la liberté. Il avance parmi les gardes, découvrant des créatures dans des conditions terribles, prêtes à être vendues, et arrive chez le chef de la secte, Yang, un homme avide qui avait promis de rendre le couple de son renard s'il lui rapportait de bonnes créatures. Cependant, même en respectant cet accord, il décide de garder tout pour lui pendant que le jeune essaye de se battre, car il est assez habile et le pouvoir de sa mascotte parvient à en faire tomber quelques-uns, jusqu'à ce que le démon de Yang apparaisse, une créature qui se déplace dans l'ombre et le soumet facilement, le laissant sans rien et emportant ses créatures pour les vendre. Le lendemain, l'équipe se retrouve au marché avec des affiches de recherche pour Liu, car Bai, la fille de tout à l'heure, est très en colère. Pourtant, il décide de ne rien montrer pour le moment, préférant chercher des mascottes, et pendant que la cuisinière les aide à faire de bonnes affaires, il trouve ces petits enchaînés qui, bien que faibles, plaisent à leur maître. La surprise vient quand ils croisent le panda qu'ils ont volé la nuit précédente, faisant du bruit, mais le membre de la secte de la liberté semble dangereux. Le petit Sheng montre alors sa grande affinité avec les mascottes, s'associant avec le panda pour tromper l'esclavagiste et le faire tomber. C'est assez illégal, mais ça fonctionne. Yuhi, qui est la seule sans mascotte, parvient à établir un lien avec le panda, qui voit que la femme est digne de confiance, mais il découvre aussi le couple de renards attachés qui, une fois libres, essaient d'expliquer la situation de leur maître et ce qu'il endure. Cependant, au pavillon Ling Xiao, ils n'ont plus la force d'avant, et sans leur ancien maître, ils ne peuvent pas se sauver. Mais ici, Liu les motive simplement, leur disant qu'il a quelque chose à leur montrer, les menant à ce qui fut une dernière lettre de son maître. Il l'a clairement écrite, mais il s'excuse de ne pas avoir consacré assez de temps aux novices du clan, car, comme nous le savons, à la fin, ils furent les seuls loyaux. Ainsi, en guise de testament, il leur remet tous les bonbons d'amélioration qu'il avait pour qu'ils en fassent bon usage. Peu de temps après, des rumeurs commencent à circuler dans le village, selon lesquelles la secte de la liberté est attaquée, sans que son chef le sache, car il est trop occupé à torturer le blanc, ayant besoin qu'il rompe le lien avec les renards qu'il ne sait pas encore qu'on lui a volés, mais l'homme finit par tenir bon et, après la raclée, il voit ses sauveurs apparaître. Ceux qui l'ont volé viennent de lui rendre ses précieuses mascottes. Le prota lui fait comprendre qu'il le considère puissant et veut l'aider. Il gagne son respect et dirige le combat, car pendant qu'ils doivent libérer les mascottes prisonnières, il s'occupera de Yang. Cependant, en avançant, il se retrouve dans une salle pleine de trésors, de reliques et, surtout, de matériaux d'évolution parfaits pour améliorer ses créatures faibles. Cependant, il se laisse distraire et ne réalise pas que l'endroit est complètement sombre. Les ombres sont l'habitat parfait pour le démon de Yang. Léo, attaqué, n'a d'autre choix que de fuir. Cependant, il gagne un peu de temps en voyant que les objets et les reliques sont la priorité pour cet avare. Cela ne fonctionne cependant pas éternellement, et malgré la distraction, le prota subit une blessure assez grave. Il n'a d'autre choix que de rejoindre l'équipe, qui prend le contrôle du château, mais en voyant Léo et son état, Bullying commence à le soigner avec son papillon. Il n'a pas beaucoup de temps, le démon des ombres apparaît et, même s'ils ont l'avantage du nombre, cette bête peut disparaître à volonté en se déplaçant sur scène et en frappant fort. De plus, le cactus, de son côté, a décidé de commencer à s'améliorer de nulle part, ce qui nous met dans une plus grande désavantage, mais malgré cela, les renards, unis, parviennent à soumettre un peu la créature, mais alors qu'ils préparent une bonne attaque, Yang décide d'évoluer le spectre, et à ce stade, rien ne peut l'arrêter,
augmentant sa force au point que cultivateurs et créatures commencent à subir des coups également. Le démon finit par capturer Gulin, tandis que le maître se moque de ce qui reste de ce qui fut autrefois la secte prometteuse du continent, et en voyant que tous ses alliés ont été vaincus ou sont hors de combat, il se prépare au pire, jusqu'à ce qu'il sente des gouttes d'eau dans la zone, surprenant Yang en voyant un des grands silures apparaître. Supposant qu'il devrait être éteint, le Prota est arrivé. La fille est en sécurité, et le combat commence à s'intensifier avec un Liu déchaîné et un Yang qui, dans le désespoir, attaque à distance, réussissant à blesser le silure. Cependant, par la taille, il est clair que le Prota a amélioré sa connexion avec la mascotte, une créature plus résistante, et en plus, combinant la compétence de ses autres bêtes, comme le cactus amélioré, c'est typique d'un prodige. Ainsi, attaché, c'est le tour du poisson de le consommer, mais Yang doit l'arrêter, et, si l'ombre touche le sol, il pourra s'échapper, comme il l'a fait. C'est pourquoi Liu fait monter le combat, laissant le démon sans option, qui finit par être consumé. Mais étant si puissant, son orbe reste en flottement. S'ils ne le détruisent pas, ils n'ont rien gagné. À ce stade, il manque de force, et si près de la victoire, cela ne fait que créer de la frustration. Cependant, de nulle part apparaît l'esclave semi-humaine que le Prota a libérée, piétinant l'orbe et détruisant la créature, tout en infligeant une correction à celui qui l'avait enfermée pour la vendre, devenant ainsi la plus puissante du moment. Elle devient assez timide en aidant son sauveur, disparaissant sans répondre aux questions et laissant la situation sous contrôle. En fait, l'équipe a maintenant un butin complet, que l'albinos pense mériter à 70%. Alors que l'équipe a maintenant le choix de créatures de tous les niveaux, Liu s'intéresse à une petite boule de feu qu'il essaie de dompter. Cependant, c'est rare qu'il ait des difficultés, mais il finit par y parvenir. Ce qu'il ne s'attendait pas, c'est de ressentir une aura puissante de la bête qui, sans qu'il comprenne, le fait s'évanouir complètement. Néanmoins, le lendemain, sous les soins de la secte, il est comme neuf. Ils n'y prêtent pas plus d'attention, mais il y a quelque chose de bizarre. Maintenant, ils doivent se concentrer sur l'amélioration de leur créature pour se qualifier au tournoi de grade D, et pour cela, le Prota observe la croissance de son bagre, Nian, qui a un espace interne auquel Liu peut accéder. De plus, le temps y passe si lentement, et l'endroit peut être amélioré pour devenir la zone d'entraînement parfaite. C'est un vide que lui seul contrôle, où il a le temps de réfléchir, le traître n'est personne de l'équipe. Cela doit être un des ceux qui ont quitté la secte, ou un externe au clan. C'est pourquoi je vois Gulin, qui a été la seule à voir le bagre qu'il essayait de cacher. Ainsi, la visite au temple, où elle s'inquiète pour lui, et le remercie de leur prêter sa force. Une Ziliu essaye de ne pas avoir l'air mal, s'excusant pour le fait qu'elle a un bagre pratiquement éteint, mais cela lui est égal. Elle a aussi vu ses affiches en ville, mais sait qu'il n'est pas un bandit. Ce qui la trouble, c'est qu'en le voyant, en ressentant sa présence, la façon dont il interagit avec les créatures, même en contrôlant un bagre, lui rappelle tellement son grand maître qu'elle lui demande directement s'il est un de ses disciples, un membre de sa famille, ou la question qui le laisse complètement stupéfait, s'il est le maître qu'ils ont perdu. Le Prota se retrouve complètement acculé par la fille, qui veut savoir ce qui se passe. Nous restons donc avec le Prota totalement coincé, tandis que Sheng et la cuisinière écoutent, ayant littéralement un inconnu seul avec leur maître. Cependant, cela sert Liu, qui est conscient qu'il ne peut pas encore leur révéler son identité tant qu'il n'a pas trouvé le traître et ne peut pas se venger. Il donne donc raison à tout le monde en disant qu'il est un pervers et qu'il sait tant de choses parce qu'il est un harceleur de la secte Ling Xiao. Cela lui permet d'éviter le sujet lorsque les autres entrent pour l'arrêter. Cependant, Gulin sait que quelque chose d'autre se passe, tant le bagre que son aura étrange la trouble. Néanmoins, elle décide de mettre cela de côté, car tout le monde doit se concentrer sur la compétition d'évaluation de grade D, à laquelle ils doivent absolument se qualifier. Ainsi, nous avançons de 10 jours, où, clairement à cause de la pauvreté de la secte, on ressent le changement de créature qu'ils peuvent transporter. Cependant, tous semblent s'adapter à ce qu'ils ont, surtout après avoir passé des jours d'entraînement intensifs, car ils devront se réunir dans un lieu où seules certaines sectes de la région avanceront à la compétition principale.
Cependant, le pavillon Ling Xiao était presque toujours l'un des rares à se présenter, donc ils ne devraient pas avoir de problème, mais ils sont surpris en arrivant de voir un tas de participants d'autres sectes se moquer de ce qu'il reste du grand pavillon Ling Xiao. Ils avancent en étant humiliés et incapables de faire quoi que ce soit, jusqu'à voir le réceptionniste qui leur explique pourquoi tant de participants, et c'est que, littéralement, à cause des pillages subis par le pavillon Ling Xiao, des bandits et d'autres sectes en mauvaise situation ont pu triompher avec les ressources qu'ils ont volées. Même des alliés d'avant se sont retournés. C'est pourquoi le Prota ne ressent plus de culpabilité et, sachant qu'ils ne peuvent qualifier que 4 sectes parmi les 8, il se confrontera à celles qui lui ont fait du tort dans le passé. La confiance du type est grande, et bien que ces créatures semblent encore inoffensives, elles ont déjà des améliorations et, en affrontant leurs rivaux, ils sont facilement dominés, la plupart sans difficulté, empoisonnant même le traître. Cependant, il se calme, au lieu de continuer à les frapper, il oblige tout le monde à travailler pour lui, récupérant ce qu'on leur a un jour pris. Le Prota se lève et, bien qu'il soit un inconnu pour la plupart, même le réceptionniste est impressionné. Ainsi, maintenant, avec les 4 sectes qui seront amenées sur l'île pour se qualifier, nous réalisons que l'albinos d'avant a son propre groupe. Le type reste l'arrogant de toujours, mais il est également intrigué par la rapidité avec laquelle Liu a pu entraîner la cultivation de son peuple. C'est pourquoi il propose de former une alliance, tandis que le chauve, un autre leader, ne veut pas rester en dehors. Cependant, l'albinos reste grossier en l'appelant faible, mais c'est son leader, cette vieille dame, qui calme le garçon et qui, au passage, semble assez forte. Le Prota voit un bon panorama pour les compétitions cette année, tandis que les créatures incroyables qui seront leur transport apparaissent, des créatures géantes qui les emmènent jusqu'à l'île où ils sont accueillis par les instructeurs. Et ici, nous rencontrons cette fille appelée Lu Wen, une examinatrice assez fanatique de l'héritage du pavillon Ling Xiao. Le fait qu'ils aient réussi à vaincre les rivaux les plus forts dans le passé l'excite, et elle leur souhaite le meilleur succès, tout en les guidant, en leur expliquant la fonction de ces bracelets. Ce sont des dispositifs que chaque participant porte et qui sont directement connectés à une créature dodue pour mesurer leurs statistiques. Cependant, c'est aussi un objet qu'ils doivent protéger, car s'ils le perdent ou s'en séparent pendant plus de 3 minutes, ils seront disqualifiés. La compétition est sur le point de commencer, donc chaque examinateur reste avec un groupe pour les guider jusqu'à un point éloigné de l'île, tandis que nous voyons juste l'apparition dans le ciel de la respectée famille Bai. Les 2 frères arrivent au centre de commandement, Bai Tangshu est respecté en tant qu'aîné, tandis que la fille est surprise d'apprendre que le pavillon Ling Xiao participe, sarcastique sur leur avancée. Pour l'instant, c'est Vieille qui lance la compétition, avec un paysage où les eaux tremblent et l'île émerge, créant un cadre épique avec plusieurs biomes pour la compétition. Les protagonistes collectent les orbes sans problème, mais ils réalisent que les marques disparaissent rapidement. Liu les divise pour qu'ils en collectent au moins 5 chacun. Ces candidats visent la première place, mais soudain, Laura, l'une de leurs mascottes, disparaît sous la menace d'un inconnu. Il semble fort, mais son bras denté montre qu'il est aussi fou. Avec une présence terrifiante, il fait partie de la secte de la liberté et n'hésite pas à dévorer ses adversaires. C'est hors règlement, mais dans un espace si vaste, il est difficile de savoir qui il est. Alors que le Prota et ses mascottes récupèrent des orbes, la secte Ulan apparaît, et Libo reconnaît le leader, celui qui avait la servante qui l'a libéré. Ce qu'il ne s'attendait pas, c'est que ses mascottes le reconnaîtraient aussi, surtout cette femme, l'ancienne compagne du Prota. La situation échappe à tout contrôle. En un clin d'œil, une créature coupe tout le monde en 2, et dans la poussière, on voit que le chat, apparemment mort depuis des mois, est plus que vivant, mais quelque chose ne va pas. Ses griffes sont mortelles, mais il ne semble plus vivant. Duan est fier, car cette abomination est un cadeau de sa nouvelle secte, où personne ne doit mourir comme au pavillon Ling Xiao. Cela met Duan en colère, le considérant comme un inconnu sans respect, leur donnant des mascottes si faibles. Elle veut qu'il revienne, mais il est perdu dans sa haine. La bonté qui lui restait a disparu, tandis que le petit Shane collecte ses 4 orbes. Il sait qu'il a progressé, mais il ne comprend pas que son apparence nuit à son aura. Il sait qu'à cet âge, personne ne peut invoquer quelque chose de plus fort qu'un lapin.
Pourtant, ce blond nommé Long surprend tout le monde en libérant une énergie incroyable. Le garçon vient d'humilier Cheng avec ce dragon, tandis que dans la salle de contrôle, ils ne comprennent pas comment un enfant peut avoir un tel pouvoir. Cela le remplit de rage et il se retrouve en grande difficulté face au blond. Bai Liangzhu sait qu'une telle mascotte gagnerait le tournoi. Comme on le voit, le blond a une très mauvaise visée, son niveau est bas et sa personnalité ne l'aide pas à libérer son potentiel. Cheng en profite pour attaquer, mais le dragon l'aide. Et comme Cheng ne va pas abandonner sans se battre, il est préférable de se retirer pour l'instant, emmenant son petit tout, en montrant une relation père-fils que Cheng ne peut qu'envier, car sa meilleure compagnie est sa mascotte. Il veut devenir fort et décide qu'il battra Long dans un combat plus équilibré, ce que son rival accepte. Il conclut un accord, mais passons à la cuisinière Yu He, qui semble apprécier la mission, surtout avec le panda, une créature puissante, même si elle est de mauvaise humeur, elle facilite la collecte des orbes. Le problème, c'est que la créature avance où elle veut, sans craindre personne, et se retrouve face à 3 adversaires en même temps, qu'elle veut dépouiller de leur sport, car, pour une raison quelconque, ils les portent à la main et non dans leurs bracelets. Le panda attaque les filles, qui semblent assez résistantes. Cependant, les apparences sont trompeuses, et lorsqu'elles invoquent pour la première fois, on réalise qu'il s'agit d'un groupe d'idoles qui n'ont que des mascottes visiblement attrayantes, sans pouvoir au combat, et le panda les endort toutes sans problème. Mais c'est ici que les filles supplient de ne pas leur enlever leurs orbes, et comme elles l'expliquent, elles ont participé à cette compétition pour acquérir de l'expérience, et elles sont maintenant chantées par un maître bandit qui a kidnappé leur amie, l'exposant à une créature qui peut la tuer à tout moment si elle ne lui rapporte pas 5 orbes. Pour une raison quelconque, Youb ressent de la compassion et décide de les aider, alors les 3 filles, face au vieil homme, lui disent qu'elles ont pu obtenir 3 spores, mais le type ne va pas les laisser négocier avec lui, et il est sur le point de dévorer la tête de son ami. Cependant, gagnant un peu de temps, le panda apparaît avec son camouflage par derrière, affrontant ce ver étrange qui a l'air fort, mais il l'explose d'un coup de poing de manière épique. Tout semble sous contrôle, mais le vieil homme avait déjà injecté une larve dans le cou de la fille qui s'enfonce peu à peu, lui causant beaucoup de douleur et la mettant dans une position où, d'un ordre, il peut lui briser le cou. Maintenant, Judith doit décider si elle se laisse implanter une de ces larves pour la sauver ou voir cette fille mourir. Une décision qui ravive de vieux traumatismes de sa vie où ses choix l'ont menée à des tragédies, ce qui la plonge dans un état catatonique, une aura puissante commence à l'entourer et la frustration la pousse à donner une raclée au vieil homme, le laissant inconscient pendant que le panda arrache la larve. Mais Judith finit aussi par tomber au sol car, pendant ces instants, elle perd la raison. Heureusement, ses filles prennent soin d'elle et non seulement cela, mais quand elle se réveille, ces femmes lui remettent les 3 orbes qu'elles ont collectés. Elles ne joueront plus, elles vont se retirer, et quand la compétition sera terminée, elles 4 rejoindront ce pavillon pour continuer, mais elles sont rejetées pour faibles. Ou du moins, c'est ce que nous aimerions pendant que nous allons à la salle de contrôle, où le score de la première étape est publié. La première place a 47 orbes. Cependant, Bai Lianzhu s'intéresse au pavillon Ling Xiao, se réjouissant même qu'il soit en 7e position avec 16 points. Bien qu'elle soit une femme dure, elle est émue qu'il réussisse à avancer. Le problème est qu'il continue à trouver des sectes complètement massacrées. Quelqu'un utilise la compétition pour cela, donc le responsable n'a d'autre choix que de passer à la 2e phase. Pendant ce temps, allons enfin avec Liu, qui, pour une raison quelconque, a la femme d'avant qui le suit. Elle n'est pas claire sur ses raisons, se contentant de dire qu'elle veut voir le chien. Liu lui demande directement quel type de personne il est pour elle, tout en lui racontant qu'il a subi une perte de mémoire grave et qu'il ne se souvient pas beaucoup de sa vie antérieure. Elle s'approche, lui dit qu'il est juste un démon désagréable, mais elle le dit comme si elle voulait l'embrasser. Le protagoniste veut tout savoir, mais en commençant à être trop familier, la fille lui dérange un peu les dents. Quelque chose se passe entre eux deux. Cependant, ils sont interrompus par le renard et l'albinos Muchan qui se trouvent dans la zone. Le type a déjà beaucoup confiance en le protagoniste, mais une présence étrange s'approche. Un homme en fauteuil roulant avec une aura macabre qui, pour cette raison, fait que l'albinos, rien qu'en le voyant, ne veut pas avoir de problème. Il parle du fait qu'ils n'ont pas d'orbe libre à lui donner et qu'ils ne peuvent pas non plus être transférés. Chacun devrait suivre son chemin
et ne pas s'épuiser dans un combat. Le vieil homme, par chance et de justesse, accepte, jusqu'à ce qu'une voix au loin les informe que la deuxième étape commence, et maintenant soumettre le bracelet des rivaux pendant 30 secondes leur enlève les orbes qu'ils ont obtenus. Mu-chan ressent la terreur. C'est un humain dont une grande partie du corps a été parasité par une mascotte, et c'est létal. Liu est prêt à se battre, mais l'albinos l'emmène rapidement, effrayé. S'ils se battent, ils perdront tout, c'est trop fort. Pour eux, l'albinos vient de laisser la vieille et ses coéquipiers, mais parce qu'il s'avère que ce sont 3 vagabonds qu'il a engagés pour accéder au tournoi. Pourtant, cela ne justifie pas, 2 finissent par se rendre, mais la vieille ne le fait pas à temps et perd la tête. Le type ne rigole pas, tandis que Liang Tzu s'inquiète parce que cette nouvelle règle fera que tout le monde voudra s'entretuer pour gagner des points. Cependant, son frère est conscient que cela amènera les faibles à se rendre, et que peu à peu, seuls les pavillons les plus forts resteront, et non le plus pratique, ce que recherchent les organisateurs. Rapidement, plusieurs équipes commencent à se retirer jusqu'à ce qu'il n'en reste que 15, et bien que l'albinos soit le seul restant de son équipe improvisée, il est convaincu qu'il survivra à la finale, sans savoir que le vieux Nian va se souvenir de son visage jusqu'à ce qu'il puisse l'éliminer, ce qu'il semble ignorer. Nous verrons bientôt ce combat où quelqu'un devra mourir. En fait, ici nous avons le public des 15 meilleures équipes, où se trouve le pavillon, qui avance à la 7e place, donc ils décident de se réunir, car il est maintenant facile de leur voler des points si le combat est autorisé. Ainsi, Liu arrive avec ses 2 nouveaux compagnons, l'albinos, en raison de son passé, n'est pas très fiable, tandis que Jian, étant la nouvelle beauté du coin, et en plus se proclamant la petite amie du protagoniste, est plus respectée, tandis que la voix leur mentionne les positions dans le tableau, y compris la secte où se trouve Duan, qui reste en 2e position. C'est pourquoi Gulin vient si abattue, elle ne comprend pas le comportement de son ami, surtout avec cette étrange version de son chat zombie. Directement, le protagoniste parvient à associer cette putréfaction à l'état de sa baleine lorsqu'il a été trahi, et cela pourrait être une bonne piste. Cependant, pour l'instant, il garde son calme, et comme il y a si peu de spores à récolter, les équipes vont commencer à s'attaquer les unes aux autres. Se séparer n'est pas une option, et avec l'albinos, ils ont une idée. On voit cette secte faible, excitée par 3 orbes. Mais en les ramassant, ils découvrent que ce sont des pierres normales. Ils sont en position de force, alors ils attaquent sans problème, tandis que leurs maîtres n'ont pas le temps de réagir, subissant une bonne dose d'urine. Ils prennent ainsi leur bracelet, ajoutant 9 points au tableau. Le problème, c'est qu'ils se distraient en essayant d'en donner à l'albinos, et c'est là qu'ils attrapent Jean par derrière, la soumettant à nouveau avec un de ces vers désagréables, un compagnon de l'ancien, mais plus agressif. Ils baissent leur garde et décident de donner les orbes qu'ils viennent de gagner pour ne pas que la fille soit blessée. Elle est touchée par l'inquiétude du prota, mais les bandits acceptent le marché en la libérant à distance. Le prota pense que c'est un piège, mais en voyant l'expression de la fille, il sait qu'il peut lui faire confiance. Il les avertit que s'ils lui font du mal, il poursuivra leur secte jusqu'à la fin de sa vie. Ainsi, le clan ennemi s'éloigne avec leur otage, mais à ce moment-là, la voix annonce que la fille a été éliminée du tableau. Le prota savait qu'il ne pouvait pas se fier à sa colère, mais à ce moment-là, ils annoncent que la secte des Vers a été complètement éliminée. Le prota ne comprend pas ce qui se passe jusqu'à ce qu'il retrouve la fille, totalement en sécurité. En restant seule avec l'ancien, elle a utilisé son charme pour s'approcher suffisamment et invoquer sa créature, une dame renard, qui attaque en séduisant et transformant ses victimes en marionnettes. Elle a donc décidé de se rendre et a fait attaquer l'ancien. Ainsi, un clan entier est disqualifié du tournoi pour avoir agressé quelqu'un qui s'est rendu, remettant au prota un tas d'orbes. Elle doit se retirer du tournoi, mais ce qu'elle a fait lui vaut le respect de tous. Maintenant, elle est la belle-sœur et doit rejoindre le pavillon Ling Xiao dès que le tournoi est terminé. La seule chose qui préoccupe la fille, c'est que quelqu'un ne veuille pas l'accepter. Mais malgré la pression, le prota est clair. Cette fille est amoureuse. Pour l'instant, avec les orbes, il totalise 46 points, la première place assurée, mais en retirant ceux de l'albinos, le pavillon Ling Xiao se retrouve avec une honorable 2e place, derrière la secte des parasites, et battant le clan zombie de Duan. Tout le monde au quartier général est surpris. Même le grand frère est ému d'entendre à nouveau ce clan en haut, surtout à cause de ce membre mystérieux qui a tout amélioré. Un type fort qui attire l'attention de sa sœur,
sans qu'elle sache ce qui se passe. Cependant, nous passons à la 3e phase, où l'île commence à s'enfoncer à nouveau, et puisque les bracelets ne peuvent pas toucher l'eau sous peine de perdre des points, les équipes restantes sont obligées de se rencontrer en montant vers le sommet, où seul le meilleur restera. Et pour que ce soit amusant, la règle de ne pas être attaqué après s'être rendu est annulée. C'est le tous contre tous. Juste au moment où ils avancent, ils sont attaqués par le chat zombie de Duan, qui est impatient de se venger de Liu, qu'il considère comme un intrus. En fait, il ne le considère même pas puissant et laisse ses compagnons s'en occuper, ce qui fait qu'un poulpe surprend le prota, qui, comme il peut, laisse son bracelet pour affronter cette créature zombie dans l'eau. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que c'est l'environnement parfait pour que Liu utilise son air, car ici, tout le monde s'inquiète pour le leader, ce qui rend le type encore plus furieux de ne pas comprendre pourquoi il l'apprécie tant. Mais pour Gulin, elle n'a pas à donner son avis après avoir été la première à quitter la secte, lançant le combat pendant que la cuisinière se retrouve face à un autre rival, qu'elle essaye d'intimider avec son panda. Mais le type n'a pas seulement un égal, mais plusieurs niveaux plus puissants et plus grands. La situation se complique, alors l'albinos décide qu'il vaut mieux fuir avec le bracelet de Liu. Mais en vérité, c'est celui qui a le plus d'ennemis ici, donc ce n'est pas facile avec ce tyrannosaure zombie. Cependant, pour le prota, c'est différent. Elle se sent très à l'aise dans l'eau et, avec l'aide de Nian, elle rend facile le fait de dominer une bête si grande. En fait, son niveau a tellement augmenté qu'elle peut créer des tourbillons pour faciliter la dévoration de ses rivaux. Le chauve ne sait pas ce qui se passe, sa créature est la plus forte, mais quand il voit qu'un simple humain émerge de l'eau, c'est à craindre. Le prota récupère son bracelet et décide d'aider les autres. Dans ce cas, le panda parvient à donner quelques coups, mais la force du zombie est supérieure. Pourtant, Liu est confiante que Yue peut le faire. Elle demande juste au panda de camoufler son poisson, pour qu'il puisse apparaître devant Duan sans que personne ne soupçonne qu'il a un bag. Duan s'en fiche, il sait qu'il essaye de copier son maître, et pour cela, il va l'effacer de la carte. Le prota est prêt et envoie Sheng aider l'albinos, qui est sur le point d'être dévoré par le tyrannosaure. Pour le petit, le mieux est d'attaquer directement le maître, et bien que sa créature le défende, l'intention n'est pas mauvaise, juste qu'ils doivent garder leur distance ou être dévorés. En unissant des pics avec les éléments de leur renard, la combinaison montre la faiblesse du dinosaure face au feu, mais son maître contrebalance rapidement avec un rugissement qui étourdit et effraie les créatures, les rendant vulnérables. Cependant, un prodige apparaît et met la créature à terre juste avec ses poings. C'est le blond de tout à l'heure, qui semblait être le sauveur, mais il cherche seulement le bracelet laissé par terre. Il n'a pas cette chance, la situation se complique, car son ours résiste parce qu'il est très fort, mais il ne fait aucun dégât, et avec quelques coups, il va atteindre sa limite. L'adversaire admet qu'il est résistant, mais il vaut mieux que la fille rende ses affaires ou elle sera écrasée. Le panda continue d'attaquer, mais finit à nouveau enterré. Elle essaye de ne pas se blesser, mais comme Léo l'a dit un jour, seuls les forts peuvent conquérir les forts, et parce qu'elle ne se sent pas ainsi, elle ne l'écoute pas. Elle était heureuse de voir sa secte grandir pendant qu'elle cuisinait. Mais maintenant, elle cherche plus la voix de son ancien maître, lui disant qu'elle peut y arriver. Son animal est têtu, mais elle peut être redoutable, et elles ont un plan. Son rival les méprise, mais l'union de la fille rend le panda plus fluide et épique. Avec la corne, elle éblouit son rival, et quand il retrouve la vue, il voit son propre animal le frapper jusqu'à l'évanouir. Une bonne stratégie avec les illusions du panda. Le combat sera un entraînement, rappelant un duel que Duan avait demandé pour mesurer son niveau. Le prota sait qu'il doit maintenant affronter Duan. Le prota éloigne Gulin, car il n'aura pas de pitié. Les attaques du chat sont rapides, mais le silure montre sa supériorité avec des techniques que Duan utilise encore. Duan pense que ce mouvement le sauvera, mais le chat est emporté par l'eau et s'écrase contre une pierre, prouvant qu'il n'est plus qu'une coquille vide. Duan est dominé par la haine, un aura se lève, et le prota évite une explosion. Il finit par enfoncer le visage de Duan dans le sol, mettant fin au combat. Gu Ling ne comprend pas les accusations, mais la transformation de son animal soulève des doutes. Il se moque, mais respectait son maître, cherchant à revivre son animal. Il a accepté de tout faire, mais n'a jamais vu le processus. Liu se sent soulagé, mais regagner la confiance ne sera pas facile,
surtout avec l'apparition d'une femme. Il se souvient des enseignements de la secte, mais ce qu'il a fait à son animal l'empêche d'avancer. La sorcière soumet le silure et Gulin est immobilisé au sol. Duan comprend que sa famille est en danger. Il demande à Heimi de l'aider une dernière fois pour retrouver son maître. Le chat libère le chemin des flammes. Ils peuvent s'échapper grâce au chat, qui reste immobile dans les flammes. Duan sait qu'il a été égoïste en le laissant vivre, voulant juste plus de temps avec lui. Il sait qu'il doit lâcher ses souvenirs qui le hantent depuis son enfance pour qu'ils puissent tous les deux se reposer. La scène est émotive alors que l'eau monte. Cependant, le petit veut se battre, mais son père sait qu'il n'a plus d'énergie. Ils ont fondé cette secte, mais utiliser un grand empereur coûte cher. Son père ne veut plus intervenir. Quand Cheng est sur le point de tomber, une ombre d'empereur apparaît, mais son énergie s'épuise et il demande des points à l'ancien. Abuser ainsi de cette capacité a des conséquences dangereuses, mais avec autant d'énergie, il brise l'os du vieil homme, l'empêchant de bouger et lui assène ce coup dévastateur, laissant le premier champion. Pendant ce temps, l'ours de Yuhi essaye de cacher la fille pour la protéger, même s'il doit sacrifier son corps, mais sans assez de sang, ils finissent immobiles. Yuhi, qui a encore un peu de volonté, prend les souvenirs de son maître qui la motive et, après un cri, fait changer de technique au panda, laissant la force pour s'accrocher à la larve et contrôler le mouvement de son maître, au point de lui marteler le visage avec ce coup de poing, tandis que Long, à cause de ses dettes, devra produire 1 mois entier d'énergie ou il mourra. Il ne reste plus que Liu, qui utilise le cactus pour tenter de contrôler le vol de son rival, et bien qu'il ne comprenne pas pourquoi elle prend de l'altitude, elle ne s'attendait pas à une attaque de la nouvelle mascotte, une boule d'acier qui prend la forme nécessaire et avec laquelle la fille se retrouve sans ailes et au sol. Pendant que Duan leur remet les points qu'il a, puisqu'il ne soutiendra pas Rakshasa, il restera dans le clan quelques jours pour enquêter sur la mort de son maître. Pour le reste, il déteste tout le monde, donc il s'en va. Cependant, tout se complique car le maître, qui ne combattait pas jusqu'à présent, décide d'arracher tous les parasites de ses sujets avec une telle brutalité qu'il les tue dans le processus, tandis que son corps se déforme de telle manière qu'il obtient l'évolution connue sous le nom d'œil maléfique, qui attaque instantanément, semblant manquer son impact, mais son objectif est vraiment la tortue sous ses pieds, qui soutient l'île et qui, en s'enfonçant, faillit noyer tous les participants. Les contrôleurs s'en chargent, mais tous sont disqualifiés pour avoir mouillé le bracelet. Le plan du type a parfaitement fonctionné, car il n'a enfreint aucune règle. Peu à peu, la voix disqualifie toutes les équipes. L'œil maléfique a une victoire assurée, il est confiant, cependant, la voix s'arrête avant de mentionner le pavillon Ling Xiao, tandis que le protagoniste est déjà assis et attend son rival en haut de l'île. Tout cela pendant que Liang Zhu ne peut contenir son excitation. C'est ainsi que Liu sait que son poisson-chat n'est pas assez puissant, donc il lui reste une option en utilisant les matériaux choisis pour forcer une évolution, unissant son âme à celle de la créature, mais s'il échoue, il perdra tout. Cependant, lorsqu'il apparaît sur Terre, il a l'air si confiant qu'il est évident qu'il a réussi à transformer un petit poisson-chat en une baleine de taille moyenne, ce qui est suffisant pour déclencher un combat gigantesque dans un décor rempli de projectiles que le prota repousse, donc, rapidement, le rival attaque au corps à corps et, lorsqu'il ne peut pas, il presse avec le canon. Heureusement, l'union de la baleine avec son maître leur permet d'esquiver, faisant un tour complet pour rendre un coup qui désarme la colonne du type. Le problème est qu'ils ont maintenant plein de parasites qui unissent leurs rayons, rendant l'esquive impossible, et puisque le prota partage la douleur, on ne sait pas combien de temps ils tiendront ainsi, donc ils décident à nouveau que le maître sera dévoré par une baleine, mais cette fois pour améliorer leur connexion. Le chauve essaie de l'arrêter, mais il est déjà trop tard, même pour ces parasites, qui avant de fuir, le ramènent au combat. Lilo est assez blessé dans le processus, mais en combinant toutes ses mascottes, la séquence ressemble à une danse, utilisant l'environnement pour se déplacer et frapper. Cependant, le type ne se laissera pas absorber si facilement, et avec quelques astuces, il finit par traverser des nuages d'un coup, mais reste en vie, pour utiliser toute l'énergie qui lui reste dans ces rayons qui suivent de près son ennemi, et en ne les esquivant pas tous, il finit assez brûlé. Mais malgré tout, il a la carte gagnante, et c'est que Liu s'élance avec le chien qui urine partout,
prenant suffisamment d'altitude pour un nouveau coup de marteau si puissant qu'il est contraint de manger le sol violemment. Le type ne peut pas se relever, donc nous avons clairement un gagnant. Les frères Bai ne peuvent pas attendre pour le rencontrer, cependant, alors qu'ils profitent du coucher de soleil, le calme s'en va quand il voit comment les parasites commencent à dévorer son maître vivant pour le transformer en quelque chose d'encore plus déformé, mais sans rien d'humain, car un lien de ce niveau est déjà trop pour la baleine si blessée, et le prota finit soumis par une créature qui semble vouloir lui arracher les yeux. On dirait que tout va se terminer ici, jusqu'à ce que la présence qu'il a déjà ressentie revienne avec ce bras purement énergétique. Il ne sait pas de quoi il s'agit, mais si cela l'aide à survivre, c'est suffisant. Le problème est que cette force est intermittente et l'abandonne par moments, supposant que sa fin approche, jusqu'à ce qu'un python géant frappe la créature qui annonce l'arrivée des Bai, qui arrive comme un héros. Mais le prota a de plus gros problèmes en sentant comment son esprit est emmené dans un autre espace, où la voix d'avant lui reproche d'être en vie alors qu'il l'a tué récemment, et maintenant qu'il s'est réveillé à nouveau, il a besoin d'un peu d'énergie, donc il oblige le prota, ou plutôt son corps, à attaquer Lian Tzu, qui ne pouvant se défendre, finit soumise au sol, tandis que le frère, occupé avec la créature, montre pourquoi le nom de sa famille est si respecté avec une créature extrêmement forte, et la déformation n'a plus de tour dans son sac, donc elle est vaincue. Cependant, il ne peut pas rester calme en voyant comment il dévore sa sœur et le prota, d'un coup, finit dans l'eau, se demandant si cet être qui lui parle était celui qui a tué le précédent propriétaire du corps. Pourtant, il ne peut pas trop réfléchir avec le frère furieux, qui sait maintenant qu'il était celui qui embêtait sa petite sœur. Ainsi, sur la grande place, il est annoncé que le pavillon Ling Xiao est le grand gagnant du tournoi, revenant au grade D où leur ancien maître les avait laissés, mais la personne qui les a amenés là a été capturée par la famille Bai, et maintenant dans le château, le frère aîné ne peut pas croire que tout ce temps, le type qui a ressuscité le clan qu'il respectait tant, soit un bandit. Il ne représente en rien ce qu'était Ling Xiao qu'il a connu lors d'une partie d'échecs, tandis que, comme tous les autres clans, à cette époque, il était méprisé pour son clan médiocre. Cependant, sans s'en rendre compte, il gardait son calme tout en avançant peu à peu, et sans que personne ne le sache, il a fait en sorte que les faibles deviennent forts jusqu'à atteindre la classe D. Maintenant, ils ont à nouveau ce rang, mais il ne sait pas si Liu sera aussi bon que l'autre type, car le prota est clair, il a les gens et les mascottes pour atteindre le sommet. C'est avec ces mots que Bai ressent un peu d'espoir. Cependant, en lui demandant pour son poisson-chat exclusif, il finit par mentir en disant qu'il l'a mangé, s'attirant une torture toute la nuit, tandis que le reste de son équipe se prépare à le sauver, bien que certains le croient déjà mort. Cependant, le prota est plus que satisfait, il a confiance en ce qu'il a accompli et, avec sa mascotte, il sait que les choses seront différentes, laissant derrière lui son identité de Ling Xiao pour commencer à avancer en tant que Liu Fengmang, le bandit, sans encore savoir qu'il y a déjà des gens qui suivent son nouveau nom et pas pour de bonnes raisons. Cependant, jusqu'ici, ces derniers épisodes d'Undonghua que j'ai beaucoup aimés, cela a été une expérience qui est allée de moins en plus. Nous restons curieux de savoir ce qui se passera à l'avenir et espérons que la nouvelle d'une suite nous surprendra. Pour le moment, j'ai incroyablement apprécié ce dernier chapitre, où le budget a été dépensé dans des batailles qui montrent simplement pourquoi les expliquer en détail est compliqué. Très content de cette première partie de l'histoire qui a déjà un manhwa plus avancé, donc ceux qui veulent en profiter ont le nom dans la description. Pour le moment, c'est tout pour moi avec cette aventure. Laissez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces 12 chapitres de pure merveille. L'histoire n'est pas trop compliquée, mais on voit que la combinaison de systèmes de pouvoir qui évoluent le faible jusqu'à le rendre le plus fort, avec des créatures à la manière de Pokémon, fonctionne. C'est plus adulte et, surtout, avec cette animation de folie qu'elle a, c'est 2 fois plus agréable, et elle a maintenu le même niveau au fil des chapitres. Une animation aussi puissante que méconnue. C'est une histoire pas très compliquée sur le chemin du héros méprisé, faible, pour atteindre le sommet avec les puissants de la classe A, mais qui devient si agréable que je recommande de la regarder en entier, avec son déploiement visuel et sa profondeur. C'est une autre série chinoise qui vient montrer ce qu'on peut faire en animation, avec des combats brutaux entre bêtes et leurs maîtres, une fluidité que beaucoup de titres japonais populaires envieraient, et qui continue de briller même dans les moments plus calmes.
Comme vous le savez, les donghua sont mes préférés sur cette chaîne, et plus il y aura de séries épiques comme un chien nain contre un serpent, plus je vous les résumerai ici. J'espère que vous avez apprécié la série autant que moi, et, comme dirait mon père, je vous quitte.